Deux adolescents entrèrent dans un concessionnaire de voitures de luxe, vêtus de shorts de combat et de t-shirts blancs unis. Ils s'approchèrent d'une voiture de gamme et posèrent quelques questions. Le vendeur les regarda de haut en bas avec dédain. « Je pense que vous n'êtes pas au bon endroit. » ricana-t-il. « Ces voitures commencent à 900 000 $. Des rires résonnèrent parmi le personnel et les clients. Humiliés, les garçons partirent tranquillement. Le lendemain matin, deux Rolls-Royce s'arrêtèrent devant le concessionnaire. Le même garçon en sortit, suivi de leur père en costume sur mesure. Le vendeur, stupéfait, ne l'avait jamais vu venir. C'était une journée normale pour la salle d'exposition jusqu'à ce que deux adolescents à vélo apparaissent à l'entrée. Leur arrivée était presque silencieuse, le seul bruit étant le léger grincement des pneus de vélo. Ils étaient vêtus de shorts de combat, de t-shirts blancs unis et de baskets éraflées par l'utilisation réelle, sans étiquette de créateur ni montre Rolex, juste une curiosité juvénile et un émerveillement aux yeux écarquillés. Ils garèrent leur vélo à côté des marches et des ports vitrés qui s'ouvraient dans un doux sifflement. Leurs visages s'illuminèrent instantanément, s'imprégnant de chaque scintillement de la perfection automobile devant eux, des courbes élégantes, des roues surdimensionnées, des emblèmes étincelants. Ils ne coururent pas, ne firent pas semblant, ne touchèrent à rien. Ils restèrent simplement là à regarder. L'un d'eux se tourna finalement vers son frère et chuchota. « C'est ça? C'est celui-là. » La voiture qu'il pointait du doigt était une hypercar d'un bleu nuit profond qui semblait appartenir à la couverture d'un magazine. C'était de la beauté sculptée dans le métal et la vitesse, l'une des rares dans le pays, avec un prix de plus de 900 000 $. Alors qu'il s'approchait pour l'admirer, une voix tranchante et condescendante coupa l'air. « Puis-je vous aider ?» Un vendeur dans un costume bleu marine sur mesure s'approcha, ajustant ses boutons de manchette. Ses chaussures étaient cirées jusqu'à briller comme un miroir, ses cheveux gélifiés juste assez pour avoir l'air sans effort. Il était tout ce qui n'était pas, raffiné, bien habillé, suffisant. Il les regarda lentement, les yeux tombant sur leurs vêtements et leurs baskets, puis se relevant vers leur visage. « Je suis désolé, » dit-il, ses lèvres se recourbant en un sourire narquois, « mais je pense que vous n'êtes pas au bon endroit. » L'un des garçons cligna des yeux. Nous nous demandions juste si ces véhicules commencent à 900 000 $. Le vendeur l'interrompit, prononçant chaque mot comme s'il s'adressait à quelqu'un qui ne comprenait pas l'anglais. Peut-être seriez-vous plus à l'aise ailleurs. Derrière lui, quelques autres membres du personnel rirent dans leurs barbes. Un couple assis à un bureau à proximité, visiblement au milieu d'une vente, regarda et hocha la tête d'un air condescendant. Les sourires des garçons disparurent. Le plus jeune baissa les yeux vers le sol. Le plus âgé hocha la tête poliment, bien que maladroitement. « Désolé de vous déranger » marmonna-t-il en se retournant pour partir. Ils sortirent lentement, leurs épaules un peu plus basses qu'à leur arrivée. Les portes vitrées se refermèrent derrière eux alors qu'ils revenaient à leur vélo. Et ça aurait dû être la fin, pensèrent-ils. Un autre moment oubliable dans une journée remplie de quotas de vente, de doses d'espresso et de sourires soigneusement organisés. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Juste au moment où les garçons étaient sur le point de s'éloigner, une voix cria derrière eux. « Attendez !» Ils se retournèrent. Une femme sortit de l'ombre d'un bureau voisin, l'expression chaleureuse mais ferme. Elle portait un chemisier crème et un pantalon noir, les cheveux tirés en arrière en une queue de cheval élégante. Il y avait quelque chose de différent chez elle. Pas de condescendance, pas d'argumentaire de vente, juste de la sincérité. « Avez-vous une minute ?» demanda-t-elle. Les garçons échangèrent des regards, hésitèrent, puis ramenèrent leur vélo et rentrèrent à l'intérieur. Elle les rencontra près de la voiture qu'ils avaient admirée. « Je vous ai entendu poser des questions sur ce modèle, » dit-elle d'un ton doux mais professionnel. « C'est l'un des meilleurs de notre gamme. Laissez-moi vous expliquer certaines de ses caractéristiques. » Les garçons se rallumèrent, la curiosité revenant comme le soleil après le passage d'un nuage. Elle s'accroupit légèrement pour pouvoir leur parler à hauteur des yeux, expliquant les spécifications du moteur, les options de personnalisation, la technologie intégrée à l'intérieur. Elle leur tendit des brochures, indiquant ce que chaque pièce signifiait. Ils écoutèrent attentivement, posant des questions réfléchies non pas sur le prix, mais sur l'ingénierie, le design, l'héritage de la marque. Elle remarqua que la plupart des gens ne se souciaient même pas de ces choses. « Voulez-vous vous asseoir dedans ?» offrit-elle. Leurs yeux s'écarquillèrent. « Sérieusement ?» demanda l'un d'eux. Elle hocha la tête prudemment, respectueusement. Les garçons s'assirent à tour de rôle dans la voiture, sans mouvement brusque, sans selfies, juste une appréciation silencieuse. Lorsqu'ils sortirent, elle leur tendit sa carte de visite. « Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'appeler directement, » dit-elle avec un sourire.
Vous êtes toujours les bienvenus ici. » Ils la remercièrent avec un mélange d'humilité et de crainte. Puis ils partirent, cette fois la tête un peu plus haute. La salle d'exposition revint à la normale. Le vendeur suffisant de tout à l'heure se pencha vers un collègue et marmonna. « Elle perd son temps. » Elle l'entendit, mais elle s'en fichait. Ces garçons avaient quelque chose de spécial. Peut-être était-ce la façon dont ils posaient des questions, que la plupart des adultes ne faisaient pas. Peut-être était-ce la confiance tranquille qu'ils portaient sous leur maladresse. Ou peut-être était-ce simplement le fait qu'il y rappelait une époque où elle avait été sous-estimée, elle aussi. Le jour se terminait, les lumières tamisées, les portes verrouillées, mais l'histoire n'était pas terminée. Le manoir se trouvait au bord d'un domaine privé à flanc de colline, où le monde devenait plus calme et la ligne d'horizon n'était qu'un spectacle à admirer, jamais à poursuivre. Avec ses vastes murs de verre, son architecture élégante et ses jardins bien entretenus, c'était le genre de maison qui murmurait la richesse au lieu de la crier. Le soleil de fin d'après-midi peignait l'intérieur de nuances d'or et la lumière ombrée filtrait à travers les fenêtres du sol au plafond, touchant les sols en marbre poli et les œuvres d'art personnalisées qui ornaient les murs. Le calme à l'intérieur était élégant, intentionnel, comme si chaque coin avait été conservé et non habité. Les portes d'entrée s'ouvrirent et deux adolescents entrèrent, leurs baskets frappant doucement contre le sol alors qu'ils portaient le poids de quelque chose de plus lourd qu'une mauvaise journée. Shorts de combat, t-shirt blanc uni et silence persistant les suivirent dans le vestibule. Le frère aîné ferma la porte derrière eux et s'arrêta, ses doigts se resserrant autour des bretelles de son sac à dos. Le plus jeune prit une profonde inspiration, puis expira par le nez comme s'il essayait toujours de se débarrasser de la sensation de sa peau. « Où est papa ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Probablement dans le bureau », répondit l'aîné. Ils passèrent devant le lustre moderne qui pendait comme une sculpture flottante, au-delà du couloir où la musique classique du piano dérivait souvent. À l'extrémité du couloir, un ensemble de lourdes portes en chêne s'ouvrait juste une fissure. À l'intérieur, leur père était assis derrière un piano à queue, le genre que l'on ne voit que sur les scènes ou dans les manoirs comme celui-ci. Il ne jouait pas, juste assis, le couvercle ouvert et un gobelet de quelque chose d'ambré reposant sur le coin, intact. Il n'était pas le genre d'homme que l'on interrompait, non par peur mais par respect. Il portait des costumes comme les autres hommes portaient des portefeuilles, toujours avec lui, jamais forcé. Il leva les yeux lorsque ses fils entrèrent. « Déjà » demanda-t-il, la voix calme, les yeux illisibles. Les garçons hochèrent la tête. Il les étudia un instant de plus. « Tout va bien ?» Le frère aîné ouvrit la bouche pour dire oui, la réponse automatique, mais s'arrêta. « Non » dit-il doucement. « Pas vraiment. » Leur père fit signe au fauteuil en cuir près de la cheminée. « Asseyez-vous. » Les garçons laissèrent tomber leurs sacs et s'enfoncèrent dans les sièges. Pendant un moment, le silence emplit la pièce comme de la brume. Le père fit tourbillonner la boisson dans son verre, la posa sans prendre une gorgée et tourna légèrement sa chaise vers eux. « Dites-moi ce qui s'est passé. » Cela sortit en morceaux au début, s'arrêtant, hésitant, le genre d'histoire que l'on raconte quand on ne sait pas si l'on réagit de manière excessive, si ce que l'on a vécu était vraiment aussi humiliant qu'il en avait l'air. Le frère aîné parla en premier. « Nous sommes allés chez le concessionnaire, celui du centre-ville, l'Exotique. » Leur père hocha lentement la tête, mais ne dit rien. Nous voulions juste regarder le nom de la voiture que nous avions vue en ligne. Nous ne plaisantions pas, nous étions polis, juste curieux. Puis leur père demanda, et le frère cadet prit le relais. L'un des vendeurs nous a regardés comme si nous étions de la saleté. Il nous a dit de partir, a dit que nous étions au mauvais endroit. Il a même ri et a dit que la voiture démarrait à 900 000 $. Les gens autour de nous ont ri aussi. Il baissa les yeux sur ses mains. C'était gênant. Les mots se déposèrent dans l'air comme de la fumée. Personne ne bougea, mais l'aîné ajouta rapidement. Il y avait une femme qui travaillait là-bas. Elle nous a vus et est venue après que les autres nous ont repoussés. Elle était vraiment gentille. Elle nous a montré les spécifications, nous a remis des brochures, nous a traités comme si nous comptions. Leur père se pencha en arrière dans son fauteuil, le cuir grinçant légèrement sous son poids. Son expression n'avait pas changé, pas d'éclair de colère, pas de sillon de désapprobation, juste calme, concentré. « Savait-elle qui vous étiez » demanda-t-il. Le frère aîné secoua la tête. « Non, nous n'avons pas dit notre nom de famille. »« Intelligent » murmura le père, plus pour lui-même que pour eux. Une autre pause. Puis le plus jeune demanda calmement. « Pourquoi les gens vous traitent-ils différemment en fonction de ce que vous portez ?» Leur père le regarda. « Parce que les gens confondent souvent l'apparence avec la valeur. Et cela vous en dit plus sur eux que sur vous. » Le garçon hocha lentement la tête, mâchant la pensée. Puis la pièce redevint silencieuse.
Le père se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda le soleil commencer sa descente à l'horizon, les mains jointes derrière le dos. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis, sans se retourner, il parla. « Merci de me l'avoir dit. » C'était tout. Pas de fureur, pas d'action immédiate, juste 5 mots prononcés avec une telle clarté que cela rendait presque le moment plus lourd. Le frère aîné regarda le plus jeune, ne sachant pas quoi dire ensuite, mais il n'y avait plus rien à dire. Ils avaient partagé leur histoire et leur père l'avait entendu, non pas avec indignation, mais avec attention. Et d'une manière ou d'une autre, c'était assez. Le dîner ce soir-là était inhabituellement calme. La longue table d'acajou s'étirait beaucoup trop large pour seulement 3 personnes, mais la famille s'asseyait toujours près les unes des autres. Les assiettes étaient réglées avec précision, le lustre au-dessus projetait une douce lueur autour de l'argenterie du stemware, tandis que du jazz subtil jouait dans les haut-parleurs encastrés. Les frères piochaient leur nourriture, jetant de temps en temps un coup d'œil à leur père. Ils mangeaient comme ils le faisaient toujours, lentement et méthodiquement, présents à chaque instant. À un moment donné, le frère aîné s'éclaircit la gorge. « Tu n'es pas fâché ?» Leur père n'a pas levé les yeux de son assiette. Contre qui? Le vendeur? Les gens qui ont ri? Il posa sa fourchette doucement, puis leva les yeux. « Je ne gaspille pas de colère sur les gens qui me montrent qui ils sont. J'observe, et puis j'agis quand ça compte. » Il retourna à son repas après cela. Après le dîner, les frères allèrent dans leur chambre à l'étage. Le plus jeune se tourna vers son frère aîné en passant dans le couloir. « Pensez-vous qu'il va faire quelque chose ?» L'aîné sourit. « Vous ne connaissez pas papa. » Le lendemain matin apporterait une réponse qu'il n'attendait pas. En bas, dans l'intimité de son bureau, le père passa un appel téléphonique silencieux. « Oui, dit-il dans le téléphone. J'ai besoin des 2 voitures livrées ici pour 8 heures demain matin. Pas de retard. » Il s'arrêta pour écouter. « Non, pas la livraison habituelle. Faites attendre les chauffeurs à l'extérieur de la concession. Je veux que le timing soit précis. » Une autre pause, puis doucement. « C'est l'heure. » Ils se souviennent. Pas tout le monde qui a l'air ordinaire. Il termina l'appel, posa le téléphone et s'adossa dans son fauteuil. Ses fils avaient été jugés par ce qu'ils portaient. Il était sur le point de rappeler au monde que le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. Il arrive tout simplement. Le lendemain matin, une musique dramatique jouait alors que 2 Rolls-Royce parmi les voitures les plus chères du monde s'arrêtaient devant le concessionnaire. Elles ne conduisaient pas, elles glissaient. La lumière du matin frappait leurs peintures brillantes comme du métal liquide. L'une était noire obsidienne avec des garnitures argentées, l'autre d'un bleu royal profond avec des accents d'or rose qui scintillaient au soleil comme du champagne et du cristal ensemble. Les 2 voitures valaient bien plus de 50 millions de dollars, et pourtant, la façon dont elles arrivaient donnait l'impression que l'argent n'était même pas le but. Il s'agissait de présence. Les têtes se tournèrent instantanément. Les conversations s'arrêtèrent au milieu d'une phrase. Un jeune couple qui visitait la salle d'exposition s'arrêta, tandis que l'homme baissait lentement ses lunettes de soleil. Le client dans le salon renversa son expresso alors qu'il essayait d'atteindre la fenêtre. Même le personnel de nettoyage s'arrêta, les yeux écarquillés d'incrédulité. Les téléphones sortirent, les chuchotements se répandirent. « Est-ce qu'une Rolls-Royce ?»« Pas question. 2 ? Qui sont-ils » Le personnel et les clients se précipitèrent vers l'immense façade vitrée du concessionnaire, comme des papillons de nuit vers une flamme. Certains regardaient en silence, certains enregistraient avec incrédulité. Personne ne s'approchait. Puis les portes s'ouvrirent depuis la banquette arrière de la Rolls-Royce bleu royal. 2 adolescents en sortirent, vêtus exactement des mêmes shorts de combat et t-shirts blancs qu'ils portaient la veille. Leur présence était calme, ni arrogante ni tapax en grave-l'œil, juste centrée. Ils regardèrent autour d'eux comme s'ils étaient déjà venus ici, et ils l'avaient fait. Mais cette fois, ils ne demandaient pas la permission d'admirer les voitures à l'intérieur. Ils se dirigèrent vers l'avant de la Rolls-Royce noire juste au moment où la 2e porte arrière s'ouvrit. Puis il sortit, leur père. Il était vêtu d'un costume gris foncé bien taillé, du genre qui fait sa propre déclaration sans avoir besoin d'un logo de marque. Sa posture était impeccable, son expression illisible, son rythme tranquille. Il ajusta ses boutons de manchette non pas pour le spectacle, mais parce qu'il attendait de la précision dans tous les aspects de sa vie. Dès qu'il posa le pied sur le trottoir de la concession, tout autour de lui changea. Il ne marchait pas, il arrivait. À l'intérieur de la concession, le vendeur arrogant de la veille les vit. Il avait ri avec un collègue quelques instants plus tôt, racontant l'histoire de ces 2 gamins débraillés qui pensaient pouvoir s'offrir une hypercar à 900 000 $. Maintenant, le rire lui prenait à la gorge. Ses yeux s'écarquillèrent,
Il fixa les garçons, puis l'homme qui les suivait. La reconnaissance s'installa comme de la glace sur sa colonne vertébrale, puis la peur. Il essaya de se calmer, essuyant ses paumes moites sur son pantalon, ajustant sa cravate, redressant sa posture. Son sourire disparut lorsqu'il croisa le regard du père, mais il était trop tard. Il ne l'avait jamais vu venir. Les portes vitrées s'ouvrirent lorsque le trio entra à l'intérieur, et toute l'atmosphère de la salle d'exposition s'épaissit. La foule autrefois silencieuse à l'intérieur se tourna instinctivement vers eux, comme des rois. À peine entré, le père se dirigea vers la réception avec ses fils derrière lui, calme, recueilli, contrôlé. « J'aimerais parler aux membres du personnel qui a aidé mes fils hier, » dit-il à la réceptionniste. La femme au bureau eut l'air stupéfaite, elle cligna des yeux. « Pourquoi ? » ?»« Oui, monsieur. Un instant, s'il vous plaît. » Le vendeur arrogant s'avança rapidement, la voix soudain optimiste. « Monsieur, c'était en fait moi. » Le père l'interrompit d'un regard. « Non, » dit-il froidement, « ce n'est pas toi qui les as aidés. » L'homme vacilla, mais le père se tourna vers le directeur de la concession qui observait prudemment derrière un mur de bureaux en verre. « Je crois que vos caméras de sécurité ont enregistré les interactions d'hier. » Le directeur hocha lentement la tête. « Oui, monsieur, nous archivons tout. » Le père parla clairement, sa voix basse mais assez ferme pour que tout le personnel puisse entendre. « Alors je vous suggère de revoir les images avant que cette conversation ne continue. » Le directeur disparut dans son bureau sans un autre mot. Le silence qui s'ensuivit était assourdissant. Le personnel chuchotait entre eux, réalisant maintenant exactement qui ces garçons étaient. Les frères adolescents ne disaient rien. Ils restaient immobiles côte à côte, plus humiliés, plus rejetés. En ce moment, ils n'étaient pas les enfants d'un milliardaire. Ils étaient simplement des jeunes hommes dont la dignité était sur le point d'être restaurée. 5 minutes plus tard, le directeur revint. Son visage était pâle. Il évitait le contact visuel avec le vendeur. Il parla clairement. « Nous avons revu les images, monsieur. » Le père leva un sourcil. « Et le membre du personnel qui a aidé vos fils hier était Émilie Torres, » dit-il. « Et cet homme ?» Le père demanda en faisant un geste vers le vendeur maintenant visiblement en sueur. Le gérant s'éclaircit la gorge. Il a déformé l'interaction. Son comportement était inapproprié et non professionnel. Le père se tourna lentement vers le vendeur. « Vous avez jugé mes fils au moment où ils sont entrés, non pas en fonction de qui ils étaient, mais de ce qu'ils portaient. » Le vendeur ouvrit la bouche pour parler, mais rien ne sortit. « Vous vous êtes moqué d'eux, vous avez levé le nez parce que vous avez supposé qu'ils n'étaient pas à leur place. Et l'ironie est, vous n'avez pas votre place ici. » Le directeur s'avança à nouveau. « Avec effet immédiat, vous êtes licencié. » Des halètements résonnèrent dans la salle d'exposition. Le vendeur ne discuta pas, il ne supplia pas. Il baissa simplement la tête, récupéra ses affaires et sortit devant les garçons qu'il pensait être une perte de temps. Le père se retourna vers le directeur. « Amenez-moi Émilie. » Quelques instants plus tard, la femme qui avait parlé gentiment aux garçons la veille sortit, confuse et prudente. Quand elle vit les garçons, son visage s'illumina de reconnaissance mais aussi d'inquiétude. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Le père sourit pour la première fois. C'était subtil mais authentique. « Plus que bien » dit-il. « Vous avez traité mes fils avec respect. Vous avez pris le temps d'écouter. Vous leur avez donné votre attention quand personne d'autre ne l'a fait. » Elle rougit légèrement. Ils étaient polis, intelligents. C'était un plaisir. Il hocha la tête, puis pointa du doigt l'hypercar qu'ils avaient admiré la veille. Ils m'ont dit qu'ils aimaient ça. Une fois que la salle d'exposition se fut complètement calmée, il dit « Je voudrais l'acheter. Entièrement chargé, toutes les fonctionnalités qu'ils ont mentionnées, ajoutez-les. » Ses yeux s'écarquillèrent. C'est-à-dire, c'est plus de 3 millions de dollars. Il sortit un stylo, puis le fit. 3,1 et assurez-vous que la totalité de la commission vous revienne. Il signa les papiers sur le comptoir principal du concessionnaire, juste là où le vendeur avait ri la veille. Le moment devint quelque chose de plus qu'une simple transaction. C'était une leçon, un règlement de compte, un rappel. Alors que les papiers étaient finalisés, les adolescents regardèrent autour de la pièce. Les gens qui les avaient jugés, s'étaient moqués d'eux, les avaient rejetés. Ces mêmes personnes se tenaient maintenant tranquilles, leurs expressions un mélange de honte et d'admiration. Le père recula, tendant les clés à ses fils. « Joyeux anniversaire anticipé », dit-il. Ils prirent les clés avec une fierté tranquille, pas d'acclamation, pas de vantardise, juste une victoire tranquille. Ils retournèrent à l'extérieur vers la Rolls-Royce, cette fois non pas comme des histoires sous-estimées, mais comme des inattendus.
Et alors qu'il conduisait, il ne restait plus que le silence et une histoire que personne chez ce concessionnaire n'oublierait jamais. Le moteur ronronnait comme un lion endormi alors que l'élégant hypercar de 3 billions de dollars s'éloignait du trottoir du concessionnaire. Un homme calme, vêtu d'un costume sur mesure, était assis immobile et puissant sur la banquette arrière de la voiture. Il semblait que la voiture bougeait parce qu'il l'autorisait. À ses côtés, ses deux fils étaient assis dans un silence respectueux, tenant des clés qui signifiaient bien plus que la puissance de la voiture. La voiture disparut le long de la route bordée d'arbres, avalée par la distance. Le son s'estompa, et le moment s'installa dans le silence de la concession, s'attardant comme l'écho après un coup de tonnerre. Les employés qui avaient ri la veille restaient maintenant sans voix, figés dans le sillage de ce qui venait de se passer. Quelques-uns tenaient encore leur téléphone, maintenant oublié dans leurs mains. D'autres se tenaient simplement debout, avec des expressions d'incrédulité silencieuses, ébranlées non pas par l'argent, mais par le sens qu'il avait. Derrière le mur de verre de son bureau, le directeur regardait, les bras croisés, la mâchoire serrée de regret. Ce n'était pas seulement une vente, c'était une déclaration, un moment qui résonnerait dans cette concession et bien au-delà, pour les années à venir. Le client qui avait souri lorsque les garçons avaient été renvoyés baissait maintenant les yeux. Le vendeur junior qui avait ri en même temps se frottait la nuque, se déplaçant maladroitement sur ses pieds. Même le concierge, qui était resté en dehors du drame, secoua la tête en silence. Ils avaient tous vu la transformation, le rebondissement, la vérité, et ils ne l'oublieraient jamais, car il ne s'agissait pas d'une voiture, mais de la façon dont les gens sont traités quand personne ne connaît leur nom. Il s'agissait de ce qui se passe quand on confond la modestie avec la médiocrité et l'erreur, la simplicité avec l'insignifiance. C'était une question de jugement et de gentillesse. Quelque part au fond, un doux bruit résonna dans le bureau du directeur. La porte s'ouvrit doucement, et Émilie Torres, la femme qui avait offert de lait quand personne d'autre ne voulait, sortit. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son chemisier était simple, sans bijoux tapax en grave-l'œil ni sourire jubilatoire, juste de la grâce. Dans sa main, elle tenait une lettre soigneusement pliée, signée et scellée par la directrice régionale de la concession. C'était une promotion discrète qui entrerait en vigueur immédiatement. Elle était maintenant la directrice conseillère aux ventes, avec son propre bureau, sa propre équipe et une place à la table des décisions. Elle ne plaira pas, ne se vanta pas. Elle traversa simplement la salle d'exposition, la tête haute, devant les mêmes collègues qui avaient remis en question son instinct seulement 24 heures auparavant. Chaque pas qu'elle faisait disait ce qu'elle n'avait pas à dire. Le respect n'est pas exigé, il est mérité, et la gentillesse n'est jamais perdue. Elle passa devant la réceptionniste qui souriait en connaissance de cause, hochant la tête en retour. Tout était compris, sans mots. En arrière-plan, la salle d'exposition était différente, plus calme, non pas parce qu'il y avait moins de voitures vendues ce jour-là, mais parce que quelque chose d'humain s'était passé à l'intérieur d'un lieu construit pour adorer des machines. Là où il y avait autrefois du rire et de l'arrogance, il y avait maintenant de la réflexion. Un client demanda à parler directement à Émilie. Un nouveau vendeur s'assit plus droit à son bureau. Une conversation chuchotée s'acheva dans le silence. La caméra s'éloigna lentement, capturant le grand dessin de la pièce, les lignes élégantes des véhicules garés, l'éclat immaculé du carrelage et du verre. Elle fit un panoramique sur un bureau, celui où se tenait autrefois le vendeur arrogant, maintenant vacant, un monument à une erreur. Sa plaque nominative avait disparu. Son absence était plus forte que sa voix ne l'avait jamais été. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour un contenu plus puissant et stimulant comme celui-ci. Votre soutien nous aide à continuer à partager des histoires qui non seulement divertissent, mais laissent un message durable. Nous voulons entendre vos pensées. Qu'avez-vous pensé de la façon dont les deux frères ont été traités chez le concessionnaire? Qu'avez-vous ressenti lorsque leur père se présentait le lendemain dans 2 Rolls-Royce? Était-ce la justice qu'ils méritaient? Cela s'est-il terminé comme vous l'aviez prévu? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Faites-nous savoir ce que vous avez ressenti à propos de l'histoire et comment tout s'est terminé. Évaluez également l'histoire sur une échelle de 1 à 10. Nous sommes curieux de voir comment elle a atterri avec vous. Et pendant que vous y êtes, laissez-nous savoir d'où vous regardez. Que vous soyez à New York, Lagos, Londres, Nairobi, Johannesburg ou n'importe où ailleurs dans le monde, nous aimons savoir où nos téléspectateurs regardent. Avec un grand respect pour les frères d'être restés calmes, pour Émilie Torres d'avoir fait preuve d'une gentillesse authentique alors que personne d'autre ne l'a fait, et pour leur père d'avoir montré que le vrai pouvoir parle doucement mais laisse une forte impression. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous que la gentillesse ne coûte rien, mais que l'arrogance peut coûter cher.